Mesdames les modératrices, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier tout d'abord de m'avoir invité à parler dans cette session. Et c'est dans la continuité du projet Ouvrir que je vais essayer de vous montrer maintenant pourquoi Ouvrir nos réanimations aidera le patient et ses proches, sa famille, à mieux vivre, à mieux supporter l'hospitalisation en réanimation. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les proches, les familles ne sont pas de simples visiteurs. Les proches, tout d'abord, constituent pour l'équipe soignante un interlocuteur qui est privilégié. C'est un interlocuteur privilégié parce que le proche est finalement le seul représentant du patient, le seul capable de le représenter. Je vous rappelle que dans nos réanimations, 66% des patients ne sont pas capables de consentir, d'exprimer leur avis vis-à-vis des soins qui leur sont faits. Or, ce qu'il est important de noter, c'est que lorsqu'une personne de confiance est désignée, dans 90% des cas, il s'agit d'un membre de la famille. Le problème, c'est que les proches en réanimation vivent une expérience qui est relativement difficile, voire complètement traumatisante. Ils sont confrontés à un événement aigu, brutal, qui plonge l'être qu'ils aiment finalement dans une maladie grave, avec le plus souvent un pronostic vital qui est engagé, souvent la nécessité de suppléance d'organes multiples et agressives, et le tout dans un environnement qui est hostile, intimidant, avec un manque d'intimité lorsqu'ils viennent voir leurs proches, et puis une sensation d'isolement, voire de franche détresse. Et ce, d'autant plus que les proches et les familles vont être confrontés aux situations de fin de vie et au deuil par la suite. Je vous disais que l'expérience des proches en réanimation peut être traumatisante, et effectivement, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que les proches ressentent dans les jours qui suivent l'admission des symptômes d'anxiété pour 70% d'entre eux, c'est énorme, des symptômes de dépression pour 35% d'entre eux, des symptômes de stress. Tout cela va altérer leur capacité à comprendre les informations qu'on va leur donner, puisque dans 50% des cas, les familles ne comprennent pas correctement, n'interprètent pas correctement les informations qu'on leur donne, que ce soit sur le diagnostic, sur les traitements qui sont effectués ou sur le pronostic de leurs proches. Ce qui est inquiétant, c'est que malgré les entretiens répétés au cours de l'hospitalisation, ces difficultés de compréhension persistent puisqu'elles sont toujours de 33% quand le patient va sortir de réanimation. Pour une petite partie des proches, il est même décrit des véritables syndromes psychiatriques. Dans ce contexte-là, on peut se demander pourquoi il faut impliquer les proches en réanimation. Eh bien, pourquoi il faut les impliquer? Parce que je vous disais tout à l'heure, le proche, c'est le seul représentant fiable, en quelque sorte, du patient. C'est le seul qui va être capable de protéger les intérêts du patient en fonction de l'expérience personnelle du patient, en fonction de son vécu, en fonction d'un certain nombre de facteurs culturels et religieux que lui seul pourra éventuellement connaître. Et ce sera également le seul à pouvoir apporter son avis sur la perception qu'aurait eu le patient du rapport bénéfice-risque de certains traitements et éventuellement apporter une information sur la qualité de vie que le patient aurait jugée acceptable, notamment dans le cadre des limitations thérapeutiques. Mais il faut également impliquer les proches pour eux-mêmes. Parce que je vous disais, les proches vivent une expérience traumatisante quand le patient est en réanimation. Mais on a bien montré que lorsque les proches comprennent ce qui se passe, quand ils sont informés, quand ils n'ont pas l'impression qu'on leur cache quelque chose, quand ils savent finalement ce qu'on fait aux patients toute la journée, eh bien, cela diminue considérablement leur stress. Cela va également, bien sûr, améliorer la compréhension de ce qu'on fait, des traitements qui sont faits, du pronostic du patient. Et de fait, ça va leur donner une autonomie supplémentaire pour participer aux décisions, pour donner leur avis. Et dans ce sens-là, ça améliore généralement grandement leur sensation de satisfaction. En plus de cela, ce qui en découle, c'est que les proches vont être moins anxieux et vont présenter moins de symptômes de stress. Et généralement, les proches nous font d'autant plus confiance qu'ils ont l'impression qu'on est transparent et qu'ils savent ce qu'on fait.
Enfin, il faut impliquer les proches pour les soignants directement, puisque je vous disais que les proches constituent les seuls représentants du patient, les seules personnes qu'on va pouvoir interroger. Et en fait, ils constituent une véritable aide dans certaines situations pour le personnel médical comme paramédical, pour pouvoir partager les décisions médicales, pour pouvoir obtenir leur adhésion au plan de soins. Et puis, cela contribue grandement à la prévention et à la gestion des conflits quand il y a conflit. Et puis, si les proches comprennent les démarches thérapeutiques qui sont entreprises, ils accepteront aussi d'autant mieux un éventuel passage à un traitement palliatif avec des limitations thérapeutiques actives. La question qu'on peut se poser, cela dit, c'est est-ce que les proches connaissent vraiment la décision des patients ? Le problème des proches, je pense que vous avez tous vécu cette expérience-là, c'est qu'ils ont tendance à s'attacher aux détails, notamment physiques, plus qu'au véritable problème. On a tous eu un proche qui est venu nous voir en nous disant, très alarmé, « Regardez docteur, les mains ont gonflé depuis hier. » Oui, les mains ont gonflé depuis hier, mais ce n'est pas ça le problème. Et c'est là, malheureusement, il va falloir qu'on soit capable de prendre du temps, d'expliquer aux proches, de réexpliquer éventuellement et de répondre aux questions, de continuer à être là pour eux, pour essayer de résoudre cette partie du problème. En plus de cela, je vous disais que plus de 70% des proches vont développer des symptômes de stress, vont être au minimum anxieux. Est-ce que dans ces conditions-là, ils vont être capables de prendre des décisions qui soient mesurées, et ce d'autant plus que ces décisions vont souvent être prises et demandées en fait dans un contexte d'urgence, ce qui va rajouter en fait une pression sur le patient sur les proches et qui va rajouter encore du stress. Enfin, il va bien falloir être capable aussi de faire la part des choses entre ce que le proche pense et ce que le patient aurait pensé de certaines thérapeutiques, de certaines attitudes et éventuellement de certaines limitations. Il a été montré par exemple que les proches ont beaucoup moins tendance à prolonger la vie du patient si le patient souffre, alors que le patient parfois serait prêt à accepter cette souffrance pour continuer à vivre et pour s'en sortir justement. Et en plus de cela, les proches sont généralement préoccupés par le besoin d'avoir une certitude avant d'arrêter les traitements qui maintiennent le patient en vie. Et bien malgré tout cela, les Français en tout cas sont beaucoup attachés à la notion de personne de confiance, puisque dans une enquête qui rassemblait 8000 répondeurs, 90% des Français expriment qu'ils souhaitent être représentés par une personne de confiance dans le cas où ils ne seraient pas capables de décider eux-mêmes. Ce qui est quand même une marque de confiance, je pense, pour ses proches. Le problème, c'est qu'en fait, les proches, on ne leur fait pas confiance dans les services. En effet, seulement 67% des soignants pensent que les proches peuvent remplacer le patient dans un processus décisionnel qui le concerne. En plus de cela, 34% des réanimateurs n'arrêtent pas les soins malgré l'avis du patient et malgré l'avis des proches. 39% des réanimateurs pensent que les proches n'agissent pas dans l'intérêt du patient. En plus, il y a une étude qui a montré que si 91% des médecins pensent qu'effectivement il faut faire participer les familles aux décisions, eh bien en fait, il n'y en a qu'un tiers d'entre eux qui le font véritablement. 39% de ces médecins ont impliqué les familles, alors que 91% sont convaincus qu'il faut le faire. Ça prend du temps, il faut être capable de répondre aux questions, et il faut souvent plusieurs entretiens pour cela. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les proches finalement ont envie d'être impliqués dans ces décisions ? Eh bien, au moins la moitié d'entre eux, effectivement, souhaitent être impliqués dans les décisions qui concernent leurs proches. Et en réalité, seulement 15% d'entre eux vont l'être. Il va donc falloir qu'on fasse mieux maintenant. Et pour cela, je vous propose un certain nombre d'axes d'amélioration. Et le premier d'entre eux, évidemment, va être d'améliorer l'information
des proches, l'information des familles, l'information par rapport au diagnostic, par rapport au pronostic et par rapport aux traitements qui sont entrepris. Je vous rappelle que quasiment une famille sur deux exprime avoir mal comprendre les informations qu'on leur a données. Et cela ressort d'autant plus que la durée du premier entretien avec un médecin est courte et qu'il n'y a pas de livret d'informations disponible pour eux. Un deuxième axe d'amélioration va être d'être à l'écoute finalement des familles. Les familles, elles ne demandent rien d'extraordinaire. Elles demandent qu'on les écoute, elles demandent d'avoir des entretiens avec les soignants, d'avoir une information claire, c'est-à-dire qu'elles soient capables de comprendre cette information, d'avoir une information loyale, qu'on ne leur cache pas, et une information appropriée notamment au degré de gravité. Elles demandent également d'avoir un environnement adapté aux entretiens. Et on parlait hier notamment des salles d'entretien dédiées à cela, plutôt que de faire des annonces, par exemple, dans le couloir. Je pense que c'est très, très important comme paramètre. Elles demandent qu'on passe assez de temps avec elles également. Elles demandent d'être écoutées, d'être réconfortées et de pouvoir éventuellement exprimer leurs émotions. Il va également falloir qu'on améliore notre communication. Donc, je vous disais, il va falloir écouter, communiquer, faire preuve d'empathie, savoir établir une relation de confiance avec les familles, savoir les soutenir également dans les différentes phases de la prise en charge. Et puis enfin, il va falloir intégrer les familles aux soins. Donc pour cela, ça peut être une participation aux soins simples, l'aide au repas, l'aide aux aspirations trachéales pour les patients qui sont trachéotomisés, pourquoi pas l'aide à la marche, laisser les familles rester dans la chambre pour des soins simples, éventuellement pendant les réanimations cardio-pulmonaires. Pour finir, pour rejoindre le projet Ouvrir, je voulais vous rappeler que les mesures d'horaires restreints dans les réanimations, c'est quelque chose qui date des années 1800, que maintenant on a tous les éléments pour être convaincus, pour être sûr que les familles ont un rôle bénéfique dans la prise en charge des patients. Et donc les familles, il faut les laisser rentrer en réanimation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place avec la SFAR, la SRLF et le GFRUP le projet Ouvrir, pour aider les réanimations françaises à ouvrir leur réanimation 24 heures sur 24 aux proches, 7 jours sur 7. Et je vous rappelle les résultats de l'enquête que je vous ai présentée hier, que nous avons faite auprès de toutes les réanimations françaises et pour laquelle nous avons eu 85% de réponses. Sur 345 réanimations, 41,6% d'entre elles seulement sont ouvertes 24 heures sur 24. Alors que finalement, parmi ces 41%, toutes celles qui sont ouvertes sont ravis. 97% d'amélioration du service rendu, une amélioration de la fluidité des visites, du contact avec les familles et une diminution du stress des patients. Donc au final, en 2017, on vous propose de nous aider à ouvrir les réanimations 24 heures sur 24. Nous avons construit un site qui est www.ouvrir.org où vous trouverez notamment la carte de France avec les réanimations ouvertes et nous espérons bien que d'ici un an, on aura au moins doublé le nombre de points verts. Pour vous accompagner dans l'ouverture de vos réanimations, nous vous proposons un certain nombre d'outils et de clés pour cela qui seront disponibles sur le site. Des services référents dans chaque région qui seront là pour vous conseiller et vous aider, des témoignages. Nous vous proposons à la demande un suivi personnalisé par le comité de pilotage dont je fais partie. Et puis d'ici un an, nous vous dresserons un bilan de tout cela. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également essentiellement le comité de pilotage Ouvrir, mais également la commission jeune de la SRLF, le groupe jeune de la SFAR, la commission du congrès infirmier. Et puis, je vous rappelle l'application EICU 2.0 dans laquelle vous trouverez un nouvel onglet paramédical à télécharger. Merci.